Je vais te dire quelque chose qui va peut-être te déranger, mais le célibat n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus une parenthèse qu'on subit en attendant que quelqu'un arrive. Ce n'est pas la période triste entre deux relations et ce n'est pas non plus le signe que quelque chose ne va pas chez toi. Le célibat, quand tu le vis vraiment, quand tu l'utilises pour ce qu'il est, c'est l'une des choses les plus puissantes qu'une femme puisse traverser. Mais voilà le problème. La plupart d'entre nous ne le vivent pas vraiment. On l'endure, on le tolère, on le remplit de distractions, on scrolle, on date beaucoup trop, on s'occupe pour ne pas se retrouver seul avec soi-même. Parce que se retrouver seul avec soi-même, quand on n'est pas habitué, c'est inconfortable. Et pourtant, c'est là que tout se passe. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminescence à voix basse. Je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Et dans ce podcast, j'accompagne les femmes brillantes, celles-là qui tout réussissent dans leur vie professionnelle, sociale, familiale, et qui se retrouvent pourtant encore et encore dans des relations où elles ne sont pas vraiment épanouies. Dans l'épisode précédent, on a parlé des schémas qui nous retiennent, des vraies raisons pour lesquelles on reste quand on sait qu'on devrait partir, des valeurs, des limites, des désirs qu'on nous a appris à taire. Et à la fin, j'avais annoncé quelque chose, que comprendre ne suffit pas, qu'après la prise de conscience, il y a s'assumer, choisir, agir depuis ce qu'on est vraiment. Aujourd'hui, on rentre dans le vif de ce travail-là. Parce qu'entre la femme qui comprend ses schémas et la femme qui choisit vraiment autrement, il y a une étape que beaucoup sautent. Une étape qui pourtant change tout, ce temps avec soi-même, ce temps qu'on appelle le célibat et qu'on a tort de gâcher. Mais avant d'aller plus loin, si ce que je décris te parle, abonne-toi au podcast, laisse un commentaire, partage cet épisode à une femme qui en a besoin. Et si tu veux recevoir mes réflexions chaque semaine directement dans ta boîte mail, le lien d'inscription à ma lettre est en description. Maintenant, on y va. Laisse-moi d'abord nommer quelque chose. On nous a vendu une image du célibat qui est fausse, complètement fausse. Deux versions, deux mensonges. Le premier mensonge, le célibat glamour. Celle qui profite, qui voyage, qui sort avec ses amis, qui s'aime elle-même en mangeant des fraises dans son bain. Le célibat instagrammable, le célibat qui donne envie. Le deuxième mensonge, le célibat honteux. C'est celle qui ne trouve pas, qui reste seule, qui a des problèmes, dont la famille commence à poser des questions, le célibat qu'on justifie, qu'on explique, qu'on s'excuse presque de vivre. Et entre ces deux mensonges, on passe à côté de ce que le célibat est vraiment. Un espace rare, précieux et souvent inconfortable, dans lequel tu as enfin la possibilité de te retrouver toi-même, sans le filtre d'une relation, sans avoir à t'adapter, sans avoir à gérer l'autre, sans ce bruit de fond permanent qu'est la dynamique amoureuse. Ce n'est pas un vide à remplir, c'est un chantier à ouvrir. Et ouvrir un chantier, c'est rarement glamour, mais c'est toujours nécessaire. Avant de te dire comment utiliser ce temps, je veux qu'on soit honnête sur pourquoi on le fuit. Parce que la plupart d'entre nous le fuient. Moi, la première à une époque. On date trop tôt, pas parce qu'on est prête, parce qu'on ne veut pas rester seul avec le silence. Parce que le silence, quand on n'y est pas habitué, il parle trop. Il ramène tout ce qu'on a préféré ne pas regarder. Les questions sans réponse, les blessures non traitées, les habitudes qu'on n'a jamais remises en question. Et ce qu'on fait, on se surinvestit dans le travail, on remplit le calendrier, on est disponible pour tout le monde, pour ne pas avoir à être disponible finalement pour soi-même. Et parfois, et c'est ça le plus insidieux, on reste en contact avec l'ex. Pas parce qu'on l'aime encore nécessairement, mais parce qu'il représente la familiarité. Et la familiarité, même quand elle nous a fait du mal, est toujours plus rassurante que l'inconnu, y compris l'inconnu de soi-même. Alors, je veux te poser cette question directement. Comment tu occupes ton célibat en ce moment? Est-ce que tu le vis ou est-ce que tu le fuis? Parce que la réponse à cette question dit beaucoup sur ce qui t'attend dans ta prochaine relation. Le célibat bien vécu, et j'insiste
sur bien vécu a une fonction précise. Il ne sert pas à guérir pour être prête pour quelqu'un d'autre. Cette façon de voir les choses est déjà une erreur parce qu'elle replace immédiatement l'autre au centre. On guérit pour lui, pour être digne de lui, pour être prête pour lui. Et non, ce n'est pas ça. On se reconstruit pour soi, pas comme étape vers quelqu'un. Et cette reconstruction, elle se passe en plusieurs temps. Le premier temps, c'est le deuil. On en a parlé dans l'épisode 5, le deuil du futur imaginé. Ce temps a besoin d'espace, il ne se presse pas. Et si tu sautes cette étape, si tu passes directement à je suis prête sans vraiment avoir traversé le deuil, tu vas reproduire le même schéma avec quelqu'un d'autre. Parce que la blessure non traitée, elle choisit toujours de se rejouer plutôt que de disparaître. Le deuxième temps, c'est la clarification. C'est là qu'on commence à se poser les vraies questions. Pas pourquoi il est parti ou qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais qui je suis en dehors de cette relation. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je n'accepte plus? Le troisième temps, c'est la reconstruction de la confiance en soi, en son jugement, en sa capacité de choisir, sa capacité à choisir juste. Parce que quand tu es sorti d'une relation dans laquelle tu t'es perdu, tu doutes, forcément. Tu doutes de tes décisions, de ta valeur, de ta capacité à reconnaître quelqu'un de bien. Et reconstruire cette confiance-là, ça prend du temps. Et ça ne se fait pas en se précipitant dans la prochaine relation. Maintenant, je vais te parler d'une chose que j'ai faite et que j'appelle avec tout l'humour que ça mérite ma lettre au Père Noël. Oui, j'ai écrit une lettre au Père Noël à 30 ans passés, sans honte. Mais laisse-moi t'expliquer ce que c'est vraiment. À un moment de mon célibat, après avoir fait le deuil, après avoir commencé à me retrouver, j'ai réalisé que j'avais quelque chose d'important à faire. Définir précisément ce que je voulais. Pas vaguement, pas avec des grandes notions floues comme quelqu'un de bien ou quelqu'un qui m'aime vraiment. Précisément, concrètement, honnêtement. Alors, j'ai pris une feuille et j'ai écrit. J'ai écrit les valeurs que je voulais chez cet homme. Pas les qualités superficielles du type beau, grand, bien habillé. Les valeurs profondes. Est-ce qu'il est loyal? Est-ce qu'il a une parole? Est-ce qu'il se remet en question? Est-ce qu'il a une relation saine avec sa propre famille? Est-ce qu'il est capable de vulnérabilité? J'ai écrit la façon dont je voulais me sentir avec lui. Parce que je pense pas ce que je voulais qu'il soit. Ce que je voulais ressentir. Légère, libre, moi-même, en sécurité. Pas cette sécurité qui vient de la peur de le perdre, mais cette sécurité qui vient de savoir qu'on est choisi. Vraiment, constamment. J'ai écrit ce que je refusais, ce qui pour moi était non négociable dans l'autre sens. Pas ce que je tolérais difficilement, ce que je refusais. L'ambivalence, le manque de communication, quelqu'un qui me ferait douter de ma valeur, quelqu'un qui me ferait me rétrécir. Et j'ai écrit ce que moi j'apportais. Parce qu'une lettre au Père Noël qui ne parle que de ce qu'on veut recevoir, c'est incomplet. Qui suis-je comme partenaire? Qu'est-ce que j'offre vraiment dans une relation? Quels sont mes points forts et mes zones de travail? Cette lettre, elle n'est pas une liste de courses. Ce n'est pas je veux un homme de 1,80 m, cadre supérieur, sans enfant. C'est une boussole. Une façon de me connecter à ce que je voulais vraiment avant de rencontrer quelqu'un qui pourrait m'en faire douter. Parce que quand on ne sait pas précisément ce qu'on veut, on accepte ce qu'on nous propose. Et souvent, ce qu'on nous propose ne nous correspond pas. Mais on le prend quand même. Par peur, par habitude, par manque de clarté. Cette lettre, elle t'évite ça. Alors maintenant, on va aborder un point très délicat, l'art du lâcher prise, ou comment arrêter de courir après l'amour. Je vais te parler d'une chose dont on ne parle pas assez ou dont on parle mal, le lâcher prise. Ce mot a été tellement utilisé, tellement galvaudé qu'il ne veut plus rien dire pour beaucoup de femmes. Lâche prise, laisse venir, ça arrivera quand tu t'y attendras le moins. Et quelque part dans ta tête, tu entends ça et tu te dis, oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire ne rien faire? Est-ce que ça veut dire ne pas vouloir?
Est-ce que ça veut dire faire semblant de ne pas vouloir pour que ça arrive plus vite? Et non, ce n'est pas ça. Le vrai lâcher prise, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas prétendre que tu n'as pas envie d'aimer. Tu as envie d'aimer, c'est humain, c'est légitime et c'est beau. Le lâcher prise, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est arrêter de faire de l'amour une urgence. Et ça, arrêter d'en faire une urgence, ça change tout. Quand l'amour devient une urgence, tu cherches des signes partout. Tu suranalyses chaque message, chaque silence. Tu te demandes si ça pourrait être lui à chaque personne que tu croises. Tu forces les connexions, tu te précipites. Tu interprètes ce que tu veux voir plutôt que ce qui est vraiment là. Et cette énergie d'urgence, les hommes la sentent. Les gens la sentent. Elle te fait prendre des décisions depuis la peur plutôt que depuis qui tu es. Le lâcher prise, c'est revenir à toi. C'est construire une vie tellement pleine, pas pour faire semblant d'être heureuse, mais parce que tu es réellement en train de te reconstruire, de t'épanouir, de créer quelque chose, que l'espace pour l'amour existe, mais qu'il n'est plus le centre autour duquel tout tourne. Ce n'est pas faire comme si tu n'avais pas besoin de lui, c'est avoir réellement une vie dans laquelle tu existes pleinement avec ou sans lui. Et paradoxalement, c'est depuis cet endroit-là que tu fais les meilleurs choix. Parce que tu choisis depuis la plénitude, pas depuis le manque. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Je vais te donner 4 choses. 4 choses, les vraies. La première, traverser le deuil sans l'accélérer. Le deuil a son propre rythme. Il y a des jours où ça va, des jours où ça ne va pas. Des matins où tu te sens libre et des soirs où tu pleures une relation que tu sais pourtant qu'il fallait quitter. C'est normal. Ce n'est pas un signe que tu as eu tort de partir, c'est un signe que tu étais humaine dans cette relation. Résiste à l'envie d'accélérer ce processus. Résiste à l'envie de passer à autre chose trop vite. Donne-toi la permission de ressentir vraiment ce qui est là. La deuxième, apprendre à être bien seul. Je ne dis pas apprendre à aimer la solitude comme si c'était un état idéal. Je dis être capable d'être seul sans que ce soit insupportable. Parce que si la solitude te terrifie, tu vas toujours choisir n'importe quelle relation plutôt que de rester seul. Et n'importe quelle relation, c'est exactement ce qui t'a amené là où tu es. Entraîne-toi, passe du temps seul intentionnellement. Un repas, une sortie, un week-end. Pas en mode survie, en mode présence. La troisième, écrire ta lettre au Père Noël. On en a parlé, fais-le vraiment. Pas dans ta tête, par écrit. Parce que ce qui est écrit devient réel d'une façon différente de ce qui reste dans la pensée. Prends le temps, sois précise, sois honnête. Et surtout, inclus la partie sur ce que toi tu apportes. C'est souvent la plus révélatrice. La quatrième, reconstruire la confiance en ton jugement. Ça, ça se fait par de petites choses. Chaque fois que tu poses une limite et que tu la tiens, tu reconstruis la confiance. Chaque fois que tu dis non quand tu veux dire non, tu reconstruis la confiance. Chaque fois que tu choisis ce qui est juste pour toi plutôt que ce qui plaît à l'autre, tu reconstruis la confiance. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un grand moment de transformation, c'est quotidien, c'est progressif et c'est réel. Maintenant, je vais te parler de ce que ce temps m'a appris sur moi. Pas tout, on serait encore là dans 3 heures, mais les choses essentielles. J'ai appris que j'avais une tendance à confondre l'intensité avec l'amour. Les relations intenses dans lesquelles il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de passion et de douleur, je les vivais comme des preuves d'amour. Si c'est fort, c'est réel. Si c'est calme, c'est plat. C'est un schéma très courant et très dangereux parce qu'il t'amène à chercher l'intensité là où tu devrais chercher la stabilité. J'ai appris que j'avais besoin de me sentir utile dans une relation, que j'avais tendance à choisir des hommes qui avaient besoin de moi d'une façon ou d'une autre, pas des hommes équilibrés qui choisissaient d'être avec moi, des hommes que je pouvais sauver, accompagner, aider à avancer. Et derrière ça, j'ai compris que ma valeur était conditionnée à ce que j'apportais, pas à qui j'étais. Ces 2 prises de conscience, je n'aurais pas pu les faire dans une relation.
parce que dans une relation, je les jouais. C'est dans le silence du célibat qu'elles sont devenues visibles. Et toi, qu'est-ce que ton célibat essaie de te montrer que tu n'as pas encore voulu regarder? Je veux terminer sur quelque chose d'important. Notre culture, et particulièrement la culture dans laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi. Traiter le célibat comme une salle d'attente. Tu attends que quelqu'un arrive, tu attends d'être choisi, tu attends que ta vraie vie commence. Cette façon de voir les choses est non seulement fausse, mais elle est destructrice, parce qu'elle te place dès le départ dans une position de passivité. Tu n'es pas actrice de ta vie, tu attends. Et une femme qui attend, c'est une femme qui accepte n'importe quoi pour ne plus attendre. Je veux te proposer une autre image, le célibat comme chantier. Un chantier, ce n'est pas agréable à vivre. Il y a de la poussière, du bruit, des moments de découragement, des jours où tu regardes l'état des travaux et tu te demandes si ça vaut la peine. Mais à la fin du chantier, il y a quelque chose que tu as construit, quelque chose de solide, de vrai, quelque chose à toi. Et la maison qu'on a construite soi-même, on ne laisse pas n'importe qui entrer. On ne la laisse pas entre les mains de n'importe qui. On n'ouvre pas la porte à quelqu'un qui ne respecte pas ce qu'on a bâti. On choisit, vraiment, consciemment. C'est ça le vrai but de ce temps. Pas être prête pour l'autre, être prête pour toi-même. Avant qu'on se quitte, ton exercice, prends une feuille ou un carnet et réponds à ces 3 questions. Honnêtement. Première question. Comment j'occupe mon célibat en ce moment? Est-ce que je le vis ou est-ce que je le fuis? Par quoi est-ce que je le remplis pour ne pas rester avec moi-même? Deuxième question. Comment ta lettre au Père Noël? Pas la liste superficielle, la vraie, en 3 colonnes. Ce que je veux ressentir dans ma prochaine relation, ce que je refuse absolument, ce que moi j'apporte. Troisième question. Est-ce que j'ai fait le deuil de ma dernière relation? Vraiment. Pas est-ce que j'y pense encore, mais est-ce que j'ai traversé ce deuil ou est-ce que je l'ai contourné? Prends le temps, sois honnête. Ces réponses-là, elles ne sont pas pour moi, elles sont pour toi. Si tu devais ne retenir qu'une chose de cet épisode, je voudrais que ce soit ça. Le célibat n'est pas ce qui se passe entre 2 relations. C'est ce qui détermine quelle sera ta prochaine relation. Comment tu te traites quand tu es seul? C'est le standard que tu poses pour la façon dont les autres te traiteront. Ce que tu construis dans ce temps, c'est ce que tu apporteras dans ta prochaine relation. Ce que tu apprends sur toi-même maintenant, c'est ce qui t'empêchera de reproduire les mêmes schémas. Tu n'attends pas l'amour, tu te prépares à le recevoir vraiment. Et surtout, tu te prépares à le reconnaître. Parce qu'une femme qui se connaît ne confond plus l'intensité avec l'amour, ne confond plus la familiarité avec la compatibilité, ne confond plus être choisie avec exister. Elle sait ce qu'elle vaut et elle attend, non plus par peur, mais par choix. On se retrouve dans le prochain épisode. On parlera de la rencontre. Pas comment trouver quelqu'un, mais comment reconnaître quelqu'un qui te correspond vraiment. Comment ne pas se laisser emporter par les premières impressions. Comment évaluer lucidement dès le début si cette personne mérite la version entière de toi. À très vite. Et si cet épisode t'a touché, abonne-toi, laisse un like et partage à toutes les femmes qui en auraient besoin. Je te laisse là avec toute ma bienveillance et à très bientôt.